Après, au niveau de l'entreprise, comment on crée ce collaboratif qui n'est pas qu'interne? Une des actions à mettre en place, c'est comment on collabore avec l'extérieur, avec des concurrents. Par exemple, comment on construit ce type de collaboration. Vous avez peut-être eu une expérience, vous travaillez beaucoup là-dessus, hein. Il y a des cellules également, il y a des endroits dédiés à cette innovation partagée au sein même de votre école, mais vous avez eu une expérience qui vous a marqué sur la période récente? Ce que vous avez pu observer? Quelque chose de très concret? Non, il n'y a pas de souci. Nous travaillons beaucoup sur tout ce qui est aujourd'hui intelligence artificielle, puisque, enfin, je dis, nous sommes les trois universités dans le monde qui ont été retenues par IBM sur le projet Watson d'intelligence artificielle en éducation, nous en faisons partie. Ce qui est extrêmement important, c'est de voir dans quelle mesure les étudiants eux-mêmes, les apprenants, prennent en charge leur propre parcours de production. Empowerment en action. Voilà. Ah, mais absolument, alors on parlera de classe renversée, de ces choses-là. C'est pas le souci, c'est qu'ils sont dans l'action, ils produisent dans l'action, ils regardent, ils évaluent entre eux. Commentaire de notre grand témoin avant le point de vue d'Emmanuel. Je reviens sur cette notion de coévaluation qui est fondamentale. Rappelez-vous les MOOC, Massive Online Open Course, qui ont été un succès fantastique il y a 6 ans, lancés par Harvard, Stanford, Coursera, etc. Alors maintenant, ça se répand partout dans le monde, mais ça a changé. C'est-à-dire les MOOC sont moins pyramidaux, ils sont plus transversaux, ils utilisent FaceTime, ils utilisent Skype, ils utilisent les réseaux sociaux pour mettre les gens en relation les uns avec les autres, se coévaluer. Et Daphne Koller, qui a créé Coursera, a créé un système de coévaluation qui donne des points, et ces points sont presque comme des diplômes. Je dis presque, j'ai parlé à Chambers, le patron de Cisco, et il m'a dit, moi je préfère maintenant engager des gens qui ont suivi des MOOC. Un capital, effectivement, des coévalués. C'est des gens qui sont motivés, c'est des gens qui ont... Le directeur d'école, effectivement, est forcément plus débitatif. Et pas que ça. Il n'y a pas que ça. Très vite, ce qui est important, c'est le faire. Précisons-nous. C'est être un doueur. C'est mettre en œuvre, c'est travailler très concrètement. C'est quelque chose de très fort que nous devons faire. Et ça, pour l'instant, Coursera ne le fait pas. Absolument, c'est complémentaire, et je finissais par dire que cette génération-là, elle nous aide à passer de la société de l'information, comme je l'ai dit plusieurs fois, à la société de la recommandation. Il y a trop d'informations, mais la recommandation des pairs, PAIRS par les pairs, devient fondamentale dans tous les aspects de la société et de la consommation. D'autant plus important que cette recommandation elle apporte de la confiance, et on sait très bien que dans la société d'aujourd'hui, ce qui manque le plus aux gens, c'est la confiance, hein, et que les mécanismes qui recréent de la confiance, voilà, et de l'attention sont tout à fait déterminants. Emmanuel, vous qui travaillez justement sur tout cela, quelques bonnes pratiques à partager avec nous, que vous avez implémentées, que vous avez observées, sur la meilleure manière de diffuser une culture de l'innovation et puis peut-être d'intégrer ces fameux millennials, d'utiliser au mieux ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Alors avant de parler de pratiques concrètes, peut-être juste des conseils avec pas mal d'humilité, puisque on a eu la chance d'assister à plusieurs transformations d'entreprise, mais il y a autant de transformations que d'entreprises, de culture d'entreprise, donc il n'y a pas de modèle. Ce qu'on a observé quasi systématiquement, c'est premier point qu'il est une erreur de faire des transformations pour les millennials. Donc je rejoins un peu le point qui a été cité en disant catégoriser, segmenter, etc. Se dire finalement je vais transformer mon entreprise pour attirer et retenir la jeune génération qui aujourd'hui est la première à quitter le navire, c'est pas du tout une bonne idée parce qu'en réalité ceux qu'il faut embarquer ce sont les autres. Et c'est notamment la génération X, les quadras, qui aujourd'hui ont le sentiment d'être sacrifiés sur l'autel de la transformation. Qui se disent que ce serait une génération perdue. Ben, en fait, les enquêtes Gallup montrent quand même qu'aujourd'hui, au niveau international, 87% des collaborateurs ne sont pas engagés dans leurs entreprises. Et ces 87%-là, c'est un savant mélange générationnel. Sauf que si on n'a pas l'engagement des hommes et des femmes qui constituent le corps social, en ces périodes de mutation et de turbulence, alors il n'y aura pas de transformation des organisations. Donc l'enjeu, c'est pas de se concentrer faussement sur la jeune génération, de faire du jeunisme, parce que ça exaspère les autres, et qu'en réalité, l'enjeu, il est complètement global. De l'autre côté, le deuxième petit conseil, c'est qu'il ne faut pas non plus ne pas parler de la jeune génération, parce que c'est un sujet en fait qui cristallise, qui crispe pas mal le sujet de la jeunesse. Précisément, je crois, parce que c'est symptomatique d'une remise en cause assez profonde des modèles d'aujourd'hui. Et donc il y a des entreprises qui disent bah non, en fait, ça n'existe pas, les millennials, c'est que du bullshit de coach, je ne veux pas en entendre parler. Alors ça, c'est un peu le pendant inverse qui n'est pas bon non plus, parce que je crois que c'est un trésor de transformation sur lequel il faut capitaliser. Et c'est bien dans leur projection qu'on va embarquer
les autres générations. C'est aussi parce qu'on montre qu'il y a des doueurs et des makers qui sont prêts à s'engager pour les mammouths qui sont un peu lourds et un peu inertes et qui ont peur d'être kodakisés, que toutes les autres générations vont se dire « Ok, on suit aussi ». Et on va être acteurs et moteurs de cette transformation. Le troisième point, c'est faire le choix du bon sens. On vit une époque de dogme, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'horripile assez. La libération des organisations, la génération Y, la génération Z, l'allocratie ou l'holacratie, j'en passe, c'est des meilleurs. La traduction, ça, à l'intérieur des entreprises, c'est qu'on applique des recettes. On se dit finalement, ok, pour libérer la boîte, on va enlever 30% des strates hiérarchiques et donc on va devenir beaucoup plus léger. On va enlever les gens qui servent à rien, c'est-à-dire le management et les RH. Et là, on va retrouver l'engagement puisque tout le monde est un intrapreneur. Moi, je suis contre les dogmes. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, ce sont des patrons qui lâchent prise, qui font confiance, qui vont faire de l'empowerment de leurs collaborateurs et qu'il y a un véritable retour aux fondamentaux et au bon sens. Et que le bon sens, en fait, c'est vous qui l'avez, en fait. Il n'y a pas de recette magique qu'on pourrait appliquer qui va préparer l'entreprise aux enjeux de demain. Et il n'y a pas de vision cible, d'ailleurs. Je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est bien de passer d'un état stable à un état instable. Et donc de créer des organisations qui sont prêtes à muter en permanence, avec des hommes qui vont s'engager. Demain, ça ne sera pas le royaume des gazelles. Les mammouths vont perdurer. Ils auront besoin de cet or noir qu'est l'engagement. Et les mammouths et les gazelles ne peuvent vivre qu'ensemble. S'il n'y a que des gazelles, sans mammouths, elles vont toutes crever, et inversement. Donc retour aux fondamentaux. Et pour illustrer quelques points de ce qu'on entend dans les entreprises, de ce que sont ces fondamentaux, on entend 4 mots systématiques que Joël a rappelé: le sens, la transparence, la reconnaissance et la confiance, qui sont les premières attentes de la jeune génération, mais vous voyez bien là que c'est l'héritage de toutes les générations avant la nôtre. Et la simple différence, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus négociable. Dans un monde où on a du mal à se projeter dans le temps long à l'intérieur des organisations, se lever, en comprendre le sens, être reconnu pour ce que l'on fait, que l'information soit transparente, que l'entreprise soit éthique. L'éthique, c'est l'esthétique du dedans, ça n'est plus négociable. C'est ici et maintenant. Et c'est pour ça qu'on appelle cette génération souvent pourrigatée, parce qu'on se dit, mais dis donc, ils veulent tout avant même d'avoir démontré ce qu'ils avaient à apporter. Oui, effectivement, le paradigme a un peu changé. Sens, transparence, reconnaissance, confiance. Le passage du contrôle à la confiance, ça c'est une transformation de posture managériale gigantesque. Dans un monde régi par l'obsolescence des compétences, il faudra faire confiance d'abord et contrôler après. Et entre les deux, en fait, il y a le droit à l'erreur. Et ça, c'est une transformation profonde. Et le dernier point, c'est le passage de moyen à fin. Et ça, c'est une différence générationnelle qu'il faut avoir en tête. Il n'y en a pas beaucoup des vraies différences générationnelles, mais celle-ci est un marqueur pour la génération qui arrive aujourd'hui dans le marché du travail, qui arrive dans vos entreprises. L'entreprise est une fin en soi. Ça n'est plus et ça ne peut plus être le moyen de réussir sa vie à côté de l'entreprise, grâce à l'entreprise et notamment grâce à la sécurité psychologique et matérielle qu'elle a pu conférer à nos parents. D'où l'extraordinaire exigence de cette génération à l'égard de l'entreprise qui va probablement déclencher la remise en cause des façons de faire et des raisons d'être dans un paquet de structures.